Si vous voulez prendre place, il va être bientôt 19 heures. Mesdames les élus, je te verrai après pour ça. oui. Bon. Merci à chacun. Hélène, si tu veux prendre place, nous démarrons à 19 heures. Roland. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bienvenue. Je ne sais pas qui fait l'appel, c'est Patrick. Patrick, si tu veux faire l'appel, merci bien. Bresson Laurent. Mérigot Hélène. Mathieu Stéphane, représenté par Laurent Bresson. Gomez Eliane. Royer Christian. David Mathieu Christiane. Patrick Gay, présent. Louis Olivier. Leclerc Jean-François. Présent. Tavernari Roland. Fortuné Françoise, représenté à donner procuration à Françoise Lecomte. Nicolas Jacques. Blanès Thierry a donné procuration à Marie-Hélène Biel. Villon Patrick. Bedel Chantal. Lecomte Françoise. Présente, ok. Gomez Lyonnaise a donné procuration à Eliane Gomez. Andrzejewski Renaud Florence. Ferreira Elisabeth. Rémi Laurent. Bourdelin Sylvie. Schneider Estelle a donné procuration à Patrick David. David Mathieu. David Mathieu, d'accord. Christiane David Mathieu. Bouillin Marine, absente. Bouillin Marine, absente. Ripoll Bruno, absent. Il va arriver, ok. Agoguet Fernaillon Véronique, présente. Et la Milinesa et Claire Pierre, présent. Très bien. Merci. Et donc, si M. Ripoll est arrivé, ce qui peut quand même être le cas, on le mettra présent. Voilà. Bon. Avant de démarrer ce conseil municipal, je vais faire une petite incidence et présenter donc Hélène Pelletier, à qui je demande de se lever, qui nous a rejoint comme DGS le 1er octobre dernier. Voilà, donc je lui donne 2 minutes pour se présenter. Merci. C'est enregistré. Ah oui. Donc bonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle Hélène Pelletier. Je suis arrivée le 1er octobre comme directrice générale des services et à partir du départ de Madame Audran, la directrice du CCAS, je prends également les fonctions de directrice du CCAS. Voilà, juste sur mon parcours, moi j'ai un parcours de juriste en droit contentieux public. Je suis titulaire du concours de la fonction publique attachée et auparavant j'étais dans une petite commune en Haute-Savoie avec 2000 habitants, donc je suis passée sur votre commune avec beaucoup de joie et j'étais très bien accueillie et tout se passe très bien. Voilà, donc je vous souhaite un bon conseil. Merci, très bon accueil. Merci bien. Très bien, donc nous pouvons ouvrir ce conseil. Le premier point à l'ordre du jour, c'est l'approbation du compte-rendu de notre dernière séance du 18 septembre dernier que vous avez reçu. Avez-vous des commentaires ? Pas de commentaires. Donc je le soumets à votre approbation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc 3 abstentions adoptées à la majorité. Le premier point traite des communications des décisions du maire qui sont au nombre de 9 depuis le mois de 18 septembre dernier. Avez-vous des questions ? Madame Agoguet, je vous en prie. Oui, on voulait avoir des précisions concernant le permis de construire. Qu'est-ce que c'est qui est en cause ? La décision 083, vous avez accordé un permis de construire et il y a eu un recours des tiers, je suppose, dessus. Voilà, je voulais savoir ce qui était contesté.
C'est un permis de construire, j'ai pas de bêtises, concernant donc des constructions de logements sociaux, et où il y a eu un recours par un voisin, par un voisin. Qu'est-ce qu'il a mis en avant pour faire ce recours? Il a mis un recours en avant, comme quoi il aurait fallu un permis d'aménagement, alors qu'il n'y avait pas besoin de permis d'aménagement, parce que ce n'était pas un lotissement, mais c'était un permis pour un ensemble, etc. Enfin, c'est plusieurs points qui étaient plus des points donc de techniques que des problèmes d'inconvénients ou quoi que ce soit, quoi. Pour répondre peut-être plus complètement, si tu permets, Christian, nous avons procédé à une réunion avec l'ensemble des riverains de ce projet. Lors de cette réunion, cette personne s'est exprimée sur le fait qu'elle n'était pas satisfaite de voir construire un logement collectif en face d'elle. Donc nous avons pris l'initiative avec Christian Royer de nous rendre chez elle. Elle nous a reçus, elle nous a expliqué sa problématique. Nous avons d'ailleurs demandé au projet, celui qui porte le projet, au promoteur, de faire une modification d'orientation du bâtiment pour l'éloigner de sa vision. Ce qui a été fait, le permis a été déposé, et néanmoins, elle a posé un recours sur des aspects de forme, beaucoup plus que sur des aspects de fond. Alors, ceci a pour seul inconvénient, aujourd'hui, de retarder le démarrage de ces logements sociaux. Voilà. Bon, bon, sans préjuger, bien évidemment, de la décision du tribunal, si ça va jusqu'au tribunal, puisqu'on propose de les rencontrer préalablement, je pense quand même que nous avons de solides arguments pour obtenir gain de cause, quoi. C'est les logements sociaux en face, le Bourdis, en fait. Oui, ça, oui, à côté, là. À côté, oui. D'accord. Voilà. D'autres questions sur les décisions du maire? Non? Très bien, donc je vous remercie. Alors, la première délibération traite d'une demande de subvention à la communauté de communes des Pays de Sorgues dans le cadre du fonds de concours tourisme. Donc, je vais la lire. Bon, comme vous le savez, enfin, pour les élus qui siègent au conseil communautaire, donc l'intercommunalité a décidé d'affecter un fonds spécifique aux activités tourisme sur cet exercice-là. Et il a demandé aux communes de désigner les projets cibles pour que ces fonds puissent être affectés. Bien évidemment, il fallait que le projet ait un certain lien avec une activité touristique, ou au moins qu'il encourage, je dirais, une activité touristique. Et c'est ainsi que nous avons décidé d'affecter ce fonds sur la première tranche du projet d'aménagement du cœur de ville, dont le montant projeté, je le rappelle, est de 1 808 000 €. Et donc c'est comme ça que vous est présenté, je dirais, ce dossier. Donc sur le coût du projet total de 2 169 600 TTC, la région, le conseil régional interviendrait à hauteur de 542 000, le fonds de concours de la communauté de communes à hauteur de 60 000, et en autofinancement commune, avant que d'autres financements aient pu être trouvés, 1 205 600. Et bien évidemment, le fonds FC TVA, lui, abonderait, mais pas sur les exercices suivants, à hauteur de 361 600. Et bien évidemment, il faut que votre commune valide, que notre conseil municipal valide cette décision de versement de fonds de concours qui interviendrait dès l'exercice 2018. Avez-vous des questions? Oui, Madame Agoguet. Alors, déjà, oui, c'est étonnant qu'on nous posiez la question maintenant, alors que c'est déjà acté au niveau de l'Interco, puisque c'est passé en conseil d'intercommunalité le mois dernier. Donc, c'est une délib qui aurait dû être avant la délib de l'Interco. Mais bon, admettons, de toute façon, ça ne remet pas en cause le fait qu'on va évidemment accepter
ce fonds de concours. Mais il y a une autre question aussi qui se pose, c'est que vous nous demandez d'approuver le projet d'aménagement de cœur de ville, mais que je sache, la réunion publique pour le présenter n'est pas passée, donc on ne sait pas ce qui exactement. Et on ne sait surtout pas ce que financent les 60 000 €, puisque ça doit être affecté au tourisme. Alors si vous voulez nous apporter des précisions que vous n'avez pas portées à Catherine Légier en séance à l'Interco la dernière fois, ben, si vous pouviez nous les apporter là, ce serait sympa. Vous savez, Madame Agouguet, les excès de juridisme sur des activités comme la commune sont pénalisants. Alors, simplement... Les excès, je n'ai pas compris. Les excès de juridisme. Bon. De juridisme, c'est oui, quoi? Comment voulez-vous que notre conseil municipal prenne une décision de demander l'affectation de fonds si le conseil communautaire lui-même ne s'est pas prononcé préalablement sur le fait de le créer, ce fonds, et de l'affecter aux communes? Je ne vois pas comment nous aurions pu tenir une délibération préalable au conseil communautaire si lui-même ne s'est pas prononcé sur le fait, oui, j'identifie telle somme, et oui, je peux affecter sur chacune des communes tel montant. Donc, nous sommes dans le bon sens des délibérations, à savoir que c'est bien le conseil communautaire, comme toutes les autres délibérations qu'on va voir, qui se prononce pour dire oui, je suis en capacité de financer ça, et ensuite, c'est le conseil municipal qui l'entérine. C'est impossible de faire autrement. Il n'y a pas de juridisme, hein, c'est juste une question, vous n'êtes pas obligé de monter sur vos grands chevaux, c'est juste une question d'ordre, effectivement, expliquer comment ça se passe, tout simplement. Je veux dire, il n'y a pas d'agression par rapport à ça. Mais je n'ai pas senti du tout d'agression, je dis simplement, remettons les choses dans le bon ordre, voilà. Et donc le bon ordre, c'est quand même que celui qui paye, c'est-à-dire la communauté de communes, le premier dit oui, je suis en capacité de payer, oui, j'ai envie de payer. Et celui qui reçoit qui dit oui, j'accepte de recevoir. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre première partie de question. Deuxièmement, étant donné que la somme doit être versée là, sur cet exercice 2018, ce que nous validons aujourd'hui par notre délibération, c'est le fait que nous recevons cette somme. Après, une fois qu'elle est reçue, elle rentre dans le pot commun du budget de fonctionnement de la commune ou d'investissement. Puisqu'il n'y a jamais de sommes qui sont comme ça affectées. En revanche, pour le justifier, nous présentons à la communauté de communes le fait que nous avons un projet, qui est un projet important pour la collectivité, de travaux dont le chiffre est à 1 808 000 €, et c'est comme ça que nous allons leur justifier pour le versement de cette somme. Le projet lui-même, Cœur de Ville, est dans un processus itératif, à savoir que nous sommes en train de rencontrer les taurois qui ont été invités dans différents ateliers. Nous sommes en train de recevoir le pré-projet de la part du cabinet au travers de toutes les informations qu'ils ont recueillies, à savoir qu'il y aura une réunion publique qui va décider de ce projet. Ce sont des choses qui sont déconnectées. Donc le processus de validation du projet Cœur de Ville est en route, et ce n'est pas parce que nous validons cette somme-là que ça va le bousculer. Ça ne peut au contraire que le bonifier, puisqu'il engrange une recette de 60 000 €. Donc voilà. Donc on ne vous demande pas, au travers de ce vote du conseil municipal, de valider un projet qu'on ne vous présente pas, puisqu'il est itératif, voilà. Mais on vous demande de valider le fait qu'on puisse affecter 60 000 € sur ce projet. L'article 1, c'est bien approuve le projet d'aménagement du cœur de ville. Oui, parce qu'il est très difficile, si vous voulez, d'adresser à la communauté de communes, et puis après c'est au trésorier, un texte dans lequel on dirait le projet du cœur de ville n'est pas encore arrêté, mais on demande d'y affecter. Enfin voilà, il faut mettre les choses dans leur ordre. Le projet de cœur de ville aura lieu. Quel va-t-il être? Bien, ceci sera approuvé ultérieurement. Qu'est-ce qui va être réellement? Ceci sera présenté en conseil municipal, après avoir été présenté en réunion publique. Voilà, mais on sait qu'il aura lieu. Monsieur Clerc. Bonjour à tous. Donc moi, j'ai quand même un problème de formulation, c'est-à-dire que
J'entends, j'allais dire la même chose que ce qu'a dit Véronique, c'est-à-dire que moi, je lis l'article 1, approuve le projet d'aménagement du cœur de ville. Pour moi, j'ai un petit souci pour approuver un projet que je n'ai vu nulle part. Alors, j'entends ce que vous dites, sauf qu'à ce moment-là, il faut modifier le libellé, c'est approuver la réflexion sur un projet d'aménagement cœur de ville, mais pas approuver un projet. C'est ce que j'appelle l'excès de juridisme. Mais je vous remercie de votre remarque. Y a-t-il d'autres questions? Oui, je vous en prie. Est-ce qu'on peut voter article par article, du coup, la délib? Ah, si vous voulez, oui. Merci. Oui, il n'y a pas de problème. Bon. Très bien. Donc, je vous propose, après en avoir délibéré et débattu, article 1, d'approuver le projet d'aménagement du cœur de ville. Y a-t-il des opposants? OK. Donc, y a-t-il des abstentions? Donc, une abstention. Donc, 3 oppositions, une abstention, approuvée à la majorité. Deuxième article, adopte le projet du plan de financement présenté ci-dessus. Donc, je soumets à votre vote. Y a-t-il des opposants? Y a-t-il des abstentions? Donc, une abstention, donc approuvé à la majorité. Comment on peut voter contre? Enfin, bon, je sais pas, je comprends plus. Article 3, de solliciter l'aide financière de la communauté de communes des Pays de Sorgues-Mende Vaucluse au titre du fonds de concours tourisme. Y a-t-il des opposants? Des abstentions, donc approuvé à l'unanimité, et d'autoriser le maire à effectuer toutes les démarches. Y a-t-il des oppositions? Une opposition. Ah non. Donc il n'y a pas d'opposition. Y a-t-il des abstentions? Une abstention, approuvée à la majorité. Je vous remercie et merci à la communauté de communes pour verser ces fonds. Alors après, nous avons 3 délibérations qui traitent des aspects attribution de compensation définitive suite au transfert de compétences intervenu au 1er janvier 2018. Transfert de compétences à la communauté de communes. Donc, vous avez souvenir que le 1er janvier 2018, nous avons réalisé, au 1er janvier 2017, on a réalisé un premier transfert de compétences et aménagement, entretien et gestion des aires des gens du voyage, avec des modifications d'attribution de compensation qui ont été présentées. Ensuite, au 1er janvier 2018, nous avons fait le transfert de la petite enfance, c'est-à-dire de la gestion des crèches. Et là également, il y a eu des modifications d'attribution de compensation. Et enfin, nous avons réalisé le transfert de la compétence GEMAPI, mais sans incidence financière, puisque aucune des communes n'a identifié de fonds affectés, je dirais, à cette gestion. Donc, les CLED, c'est la commission locale d'attribution de compétences, on fait d'abord une validation provisoire et ensuite une validation définitive. Et ce que nous devons acter aujourd'hui, c'est la validation définitive. Donc ça veut dire que, en ce qui concerne les différentes attributions, celle de la commune du Thor passe de 692 827 avec une déduction 137 615, passerait à 555 395. Et que, après voilà, 555 395. Donc, ceci a été validé par la communauté de communes, puisque c'est là que se prennent ces décisions, la CLET. Mais bien évidemment, il faut que notre conseil municipal l'approuve. Et donc, c'est ce que je soumets à votre délibération. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc je vous propose d'en délibérer, d'approuver le rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges du 27 septembre 2018, qui est joint à la présente délibération, d'approuver le montant des charges retenues à titre définitif pour 0 € au titre de la compétence GEMAPI, et de 137 432 au titre de la compétence action sociale et d'autoriser le maire à signer toutes les pièces. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci, adopté à l'unanimité. Alors là, nous sommes dans le même registre, mais ça traite des déterminations des attributions de compensation suite aux modifications
de l'intérêt communautaire de la compétence voirie d'intérêt communautaire. Et ceci a été réalisé au 1er janvier 2019. Donc une CLET s'est réunie, mais qui est une CLET, je dirais, provisoire, et ça sera validé après un exercice avec une CLET définitive, ce que nous venons de faire là tout à l'heure pour la petite enfance. Et donc, il a été prévu de transférer, et pour ce qui nous concerne, c'est la voie qui va du Ferronnier, donc route de l'Île-sur-Sorgue, du Ferronnier jusqu'au croisement Saint-Louis, jusqu'au rond-point Saint-Louis, que nous transférons à la communauté de communes. Et donc, nous avons dû justifier des sommes que nous engagions annuellement sur les 3 dernières années, de façon à entretenir cette voirie. Ce montant est de 11 500 €. Il se trouve que la commune de L'Isle-sur-Sorgue, comme vous le voyez sur le tableau, qui a un linéaire à peu près identique au nôtre, et c'est l'autre partie de la voie, avait des sommes également très proches, et donc nous avons décidé de mettre les mêmes montants, la commune du Thor et la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue. Et même si nous sommes dans une commission, je dirais, provisoire, nous devons le valider dans notre conseil municipal. Y a-t-il des questions ? Donc, pas de questions. Je vous propose d'en délibérer, d'approuver le rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges du 27 septembre 2018, d'approuver le montant des charges retenues à titre définitif pour 11 500 € et d'autoriser le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Merci. Approuvé à l'unanimité. Alors, là, nous sommes sur un dossier un tout petit peu plus complexe, mais ça traite de la même chose, à savoir des aspects de transfert de compétences. Donc, vous le savez, il a été créé à compter du 1er janvier 2019, je pense, oui. Oui, je pense que c'est au 1er janvier 2019. Il a été créé une taxe spéciale de collecte d'ordures ménagères pour les établissements de grande envergure, soit des établissements commerciaux ou des établissements comme l'EHPAD, comme la cantine scolaire, comme l'aire des gens du voyage, etc. Bon, jusqu'à présent, la collecte de ces ordures ménagères pour les communes était réalisée gratuitement par l'intercommunalité. Bon, puisqu'il n'existait pas de taxe spéciale, et donc à partir du moment où il y a une taxe spéciale qui a été créée, eh bien nous rentrons dans le système où nous allons être facturés, nous, collectivités, comme d'autres, comme Intermarché, comme l'EHPAD, etc. Mais la communauté de communes a souhaité que ça soit absolument neutre pour les collectivités, en disant oui, nous allons collecter une taxe d'ordures ménagères supplémentaire, et pour notre commune, pour la gestion des déchets des services techniques, c'est 35 559 €, et oui, nous allons collecter une taxe pour les issus des services municipaux, dont la cantine scolaire essentiellement, pour 50 949 €. Donc il va y avoir des facturations qui vont venir impacter notre budget de fonctionnement. Et donc en compensation, la communauté de communes décide de remonter les attributions de compensation de 543 895 à 630 403. Donc ces sommes-là vont être bloquées dans les aspects de compensation. Et ça veut dire que si dans l'avenir, nous gérons mal nos déchets et que ces coûts sont amenés à être dégradés, ça veut dire que là, c'est la commune qui va payer sur son budget de fonctionnement. Mais en revanche, si nous trouvons des systèmes de bonification de ces sommes, et nous sommes à la recherche de solutions, et notamment sur la cantine scolaire, on pourrait trouver des diminutions, les montants qui nous seront facturés seront inférieurs à ces sommes-là, et l'attribution de compensation nous sera acquise. Donc ça veut dire, ça ne fait que nous encourager à faire diminuer ces sommes, 50 000 d'un côté et 35 000 de l'autre, pour qu'en final, on puisse avoir un petit boni sur notre budget. Avez-vous des questions ?
Pas de questions. Donc je vous propose d'en délibérer et d'approuver le rapport de la Commission locale d'évaluation des transferts du 27 septembre, qui est joint en annexe, d'approuver le montant des charges retenues pour 86 508 € au titre de la révision libre des attributions de compensation et d'autoriser le maire à signer les pièces nécessaires. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc je vous remercie, adopté à l'unanimité. Donc la délibération suivante est une attribution de subvention d'équilibre à Grand Delta Habitat et c'est Patrick Gay qui nous la commente. Patrick, si tu es en phase. Merci. Grand Delta Habitat réalise la construction de 15 logements locatifs sociaux collectifs sur un terrain situé chemin de Rédet. Le projet comprend 5 logements PLAI. PLAI, ça veut dire prélocatif aidé à d'intégration, et 10 logements plus, c'est prêt locatif à usage social. Le coût total de l'opération est de 1 839 427 €. Or, pour Delta Habitat, l'opération s'avère difficile à équilibrer et nous allons donc demander une subvention de la commune de 30 000 € pour boucler son plan de financement. Le plan de financement prévisionnel est présenté dans le rapport. Le coût du projet s'augmente au total à 1 839 427 € hors taxes. Il y a d'autres subventions que celle de la commune qui remontera à 30 000 €. Donc il y a une subvention de l'État de 40 760 €, une subvention du Conseil régional de 17 244 €. Le financement sur fonds propres par Delta Habitat est de 275 914 € et les prêts spécifiques de la Caisse des dépôts et consignations représentent l'essentiel à 1 475 059 €. Alors la commune a déjà procédé à ce genre de subventions pour d'autres programmes sociaux. Vous savez que la commune se trouve en état d'insuffisance de logements sociaux puisque nous avons, au 1er janvier 2017, le taux de logements sociaux de la commune était de 6,59% alors que l'objectif est de 25%. Donc, en application de l'article 55 de la loi SRU, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, la commune doit atteindre un taux de 25% de logements locatifs sociaux parmi le parc des résidences principales. Donc, nous pourrons déduire la subvention qui est attribuée à Grand Delta Habitat à l'année N+2 de la pénalité qui nous est appliquée par le préfet, par la préfecture. Donc, je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci, Patrick. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions. Donc, je vous propose d'en délibérer, d'attribuer donc une subvention de 30 000 € à la société Grand Delta Habitat pour équilibrer l'opération de construction de 5 logements sociaux au chemin de Rédet, et dit que cette subvention sera versée à la société Grand Delta Habitat sur présentation de pièces justificatives prouvant l'engagement des dépenses. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le dossier suivant traite de l'acquisition par notre commune d'une parcelle cadastrée AC 856 Courgambetta. Christian Royer, tu as la parole. Merci. Bonsoir. Monsieur Benoît Arnaud est propriétaire d'un terrain situé à proximité immédiate des écoles La Passerelle et La Garance, accessible par le Courgambetta qu'il souhaite vendre. Cette parcelle cadastrée AC 856 représente une superficie de 1943 m². L'acquisition de ce bien permettrait d'aménager une aire de stationnement à proximité immédiate du centre-ville. Le service des domaines a procédé à l'évaluation de ce terrain le 29 mai dernier et a estimé sa valeur à la somme de 275 800 €. Le service foncier a donc fait une offre d'acquisition du terrain sur la base du montant proposé par les domaines. Monsieur Arnaud a accepté cette proposition. Pour officialiser cette opération, le vendeur a demandé que la préparation de l'acte de vente soit confiée à l'étude notariale de maître Karine Tassi-Kechler, domiciliée à Lagnes. Il est rappelé que les frais inhérents seront pris en charge par la commune. Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette acquisition et autorise monsieur le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer l'ensemble des pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
Merci Christian. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Agoguet, je vous en prie. Encore une fois, vous nous demandez d'acheter un terrain, mais vous ne nous proposez pas de solution pour ce stationnement, ni le coût finalement de l'aménagement de ce terrain, le nombre de places qui sera fait au final. Sur les accès, je crois savoir qu'il y a un chemin et que c'est une servitude, mais qu'il n'y a qu'une seule voiture qui passe. Comment seront gérés les accès des entrants et des sortants? Puis c'est un terrain qui est quand même très cher. Moi, je trouve que c'est un peu gaspillé du foncier alors qu'on a besoin de foncier pour du logement. On aurait pu imaginer un projet peut-être plus ambitieux pour ce terrain et en intégrant toutefois du stationnement quand même. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de projet, donc on peut pas dire on va le faire s'il n'y a pas de projet sous notre nez, quoi. Au niveau de faire des logements, il y a déjà eu un permis de construire qui a été déposé et qui a été refusé par l'ABF, qui ne veut pas de logement ici. D'accord? Au niveau du terrain, des parkings, l'aménagement du cœur de ville donc, va réduire le nombre de places en centre-ville. Donc il faut bien trouver un peu de terrain pour créer des parkings à l'extérieur et un emplacement immédiat, disons quoi. Donc c'est une des solutions et il y aura à peu près entre 45 et 50 places de parking. Alors le projet n'est pas complètement ficelé encore. Je ne comprends pas, la BF veut pas, mais ça réduit pas le prix du terrain. Enfin, je veux dire, on va pas acheter un terrain au prix terrain constructible en centre-ville pour pas faire du logement ou pas l'équiper autrement, quoi. Ça fait cher pour que du parking. Hein. Le service des domaines a donc évalué le prix de ce terrain en connaissance de cause avec les réponses de la BF. Qu'est-ce qu'on peut faire autre chose là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut construire si ce n'est pas du logement? Il y a autre chose qu'on peut faire? La seule chose qui pourrait être construite, c'est une villa, une seule villa. Voilà. Et aujourd'hui, le vendeur qui a essayé de trouver, n'a pas trouvé d'acquéreur pour acheter une superficie aussi grande pour construire une seule villa. C'est comme ça qu'il a dit je vais découper et qu'il a proposé un projet avec 2 villas. Et là, la BF a dit pas question. Il ne faut pas oublier qu'à la proximité du château qui crée cette pénalisation. Hein. Au niveau des accès, donc ça sera entrant, sortant, uniquement une voiture à chaque fois? Oui, parce que si vous voulez, si vous allez sur place aujourd'hui, vous dites ah oui, il n'y a qu'une voiture qui rentre. Mais en réalité, le chemin il est beaucoup plus large que ce qui est prévu, que ce qu'on voit actuellement. Puisqu'il y en a un qui est un peu empiété, quoi. Voilà. Alors il faudra remettre les choses au carré avec un géomètre, mais il y aura 2 voitures qui pourront se croiser sans aucune difficulté. Donc en fait, le vendeur peut pas vendre et du coup, la mairie va s'en charger, quoi, d'acheter, c'est ça le but. Moi, je vous laisse libre de vos conclusions. Bon. Moi. C'est vous qui l'avez dit, hein? Non, c'est vous qui l'avez dit, qui avez dit il ne peut pas le vendre parce qu'il ne peut pas faire de logement. Vous nous avez demandé s'il pouvait y avoir une autre destination. Donc, nous, quand on a su que c'était à la vente, d'une part, et deuxièmement, que la BF refusait, on a sauté sur l'occasion. On a un problème majeur de stationnement au cœur de ville, majeur. Ça, tout le monde le sait. Les rentrées, les sorties scolaires, c'est une catastrophe. La place ici, on a tous les enseignants et les agents de la collectivité qui sont sur les parkings, donc moyennant quoi les familles. Donc, si on ne saute pas sur l'occasion de la disponibilité d'un terrain situé à 300 mètres pour garer une 50aine de voitures, là, vous pourriez nous attaquer en disant que vous gérez mal le futur de la commune. Bon, et ça a un intérêt de sortir du cœur de ville toutes les voitures. Vous savez, je suis dans une défense écologique en disant ça. Hein. Non, mais tout à fait. Mais je pense qu'avant de créer des places de stationnement, il y aurait peut-être un plan de déplacement urbain à faire, réfléchir sur qui stationne de façon sauvage sur le cours Gambetta. C'est effectivement aux heures de sortie des écoles. Il y a également sans doute un peu les gens du CCAS qu'il faut bien qu'ils stationnent également. Enfin, je veux dire, il y a peut-être des solutions autres plutôt que de refaire une nappe imperméable sur ce site.
bitumé encore. Enfin, Attendez, à vous moins portez qu'on- un jugement sur un projet que vous n'avez pas vu. Mais Donc justement- notre projet, il n'est pas d'imperméabiliser du tout. D'accord. Il Ben, est de faire du perméable. D'accord. Alors, ça clôt le débat. On n'a pas le projet, on ne peut pas dire on va l'acheter, on n'a pas de Voilà. projet. Donc, quand vous aurez un projet, ben, on se prononcera dessus. Puis c'est Ah tout. oui, mais bon, si vous voulez, quand vous êtes en négociation avec quelqu'un, vous avez intérêt, à partir du moment où il y a un accord, à le ficeler juridiquement et de ne pas le laisser traîner. Or, pour avoir le projet définitif, il faut lancer un cabinet d'architecte qui fasse une étude, etc. Et donc, moi, je vous le dis, la bonne gestion de la commune, c'est de bloquer la vente de ce terrain pour éviter qu'il parte ailleurs. Et c'est ce que nous faisons. Ailleurs, puisqu'ils ne peuvent pas faire autre chose que de villas dessus. Enfin, je vois pas, il n'y a pas d'urgence, quoi. Hein. Manifestement, vous mettez la charrue dans les bœufs encore. Hein. Très bien. Donc, y a-t-il d'autres questions? Je soumets à votre délibération donc l'acquisition de la parcelle qui appartient à M. Benoît Arnaud, parcelle cadastrée AC 856 pour une superficie de 1943 mètres carrés, accessible par le cours Gambetta et pour un montant de 275 800 €. Et de charger l'étude de maître Karine Tassi-Kelcher de préparer l'acte d'acquisition officielle, dit que la commune prendra en charge les frais et autorise le maire ou l'adjoint à signer les documents nécessaires à cette opération. Y a-t-il des oppositions? Donc 2 oppositions, des abstentions, 2 abstentions adoptées à la majorité. La délibération suivante, c'est l'acquisition par la commune des espaces verts extérieurs du lotissement Clos du Cardinal, la parcelle cadastrée BB 104, route d'Avignon. Christian Royer, tu as la parole. Merci. Par courrier en date du 19 juin dernier, les copropriétaires du lotissement Le Clos du Cardinal, route d'Avignon, ont sollicité par l'intermédiaire de la présidente de l'association syndicale la prise en charge par la commune des espaces verts extérieurs du lotissement. Ces derniers avaient été aménagés lors de la viabilisation des terrains pour embellir l'entrée de ville. La commune accepte de prendre en charge cet espace sous réserve que l'association syndicale le cède à la commune à l'euro symbolique et prenne en charge les frais d'arpentage. À cet effet, les colotis ont mandaté le cabinet de géomètre C2A pour procéder à la modification cadastrale. L'espace à céder a été cadastré, section BB 104, pour une superficie de 288 mètres carrés. Pour officialiser cette opération, il est proposé de confier la préparation de l'acte de vente à l'étude notariale de maître Philippe Sol, domicilié à l'Île-sur-la-Sorgue. Il est rappelé que les frais inhérents seront pris en charge par la commune. Il convient que le conseil municipal se prononce sur l'acquisition et autorise monsieur le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer l'ensemble des pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Christian. Y a-t-il des questions? Oui, je vous en prie. Oui, en début de mandat, on devait se réunir en commission sur les lotissements. Hein, il y avait une commission qui était une sous-commission de la commission urbanisme, justement pour voir ces aspects de prise en charge de remise sur le domaine public de lotissement, enfin de partie de lotissement qui avait plus de 10 ans. Enfin, c'était un objectif de cette sous-commission. Alors, on ne s'est jamais réunis. Mais il n'y a jamais eu de demande, vraiment. C'est la première demande d'un lotissement pour que ce soit pris en charge par la mairie. C'est ça, tu confirmes, Christian? C'est une des premières demandes, et également elle concerne qu'une petite surface, et qui est vraiment l'entrée de ville, disons. Et si c'était mal entretenu, bon, c'est pas toujours très bien entretenu aujourd'hui tel que c'est, et ça gêne le passage pour les piétons qui vont du cœur de ville à Intermarché. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont demandé, on a accepté. Par contre, quand même... Il n'y a pas eu de commission pour ceci, disons. Quoi. Non, mais on aurait pu faire une réflexion en amont sur le devenir des espaces publics, des lotissements qui effectivement arrivent à plus de 10 ans, et il y en a beaucoup, et qui seraient susceptibles de demander l'entretien de la voirie par la collectivité locale. On aurait eu un visuel de ce qui peut être fait, de ce qui nous attend finalement, parce que là, ça ouvre une porte finalement pour d'autres demandes du même type, et il y a un coût quand même pour la collectivité d'entretenir les espaces
privatif, parce que, bon, là, c'est effectivement le long du cours Gambetta, il y a peut-être un intérêt, mais je veux dire, il y a là quand même une porte ouverte pour d'autres choses qui seraient plus impactantes. Et après, comment les gérer? C'est ce que je veux dire. Cela pourra être examiné. Oui, Monsieur Clerc, je vous en prie. Oui, j'accentuerai sur ce sujet-là. Moi, j'aimerais bien savoir quelle est la politique générale de la commune par rapport à ça. C'est-à-dire que dans l'avenir, il peut y avoir X lotissements qui demandent des reprises d'espaces verts ou de voiries, et quelle est la vision générale de la commune sur ce sujet? Oh, il est très simple. C'est pas dans l'avenir, il y a des lotissements qui vont demander, c'est que dès à présent, et depuis 4 ans, il y en a qui demandent. Certains l'ont demandé à 2 ou 3 reprises, d'autres une seule fois. Bon, aujourd'hui, la commune est engagée sur un certain nombre de projets structurants qui sont impactants, et il est difficile que nos budgets puissent, je dirais, s'éparpiller sur d'autres types d'actions, et ces types d'actions-là. Donc voilà la raison pour laquelle ce dossier n'a pas encore été examiné et porté, parce que bien évidemment que si on commence à l'examiner, c'est avec l'idée de pouvoir accepter un certain nombre de transferts, et non pas de rien faire du tout. On ne va pas lancer une étude pour rien faire. Et donc aujourd'hui, les moyens financiers de la commune sont mis sur d'autres projets beaucoup plus structurants. Mais que dans l'avenir, ça soit d'un intérêt peut-être pour les résidents et pour la commune, je ne dis pas l'inverse, hein, bien sûr. Hein. Oui. Oui, alors je voudrais pas résumer vos propos, mais quand même je comprends, c'est-à-dire que vous dites en gros que c'est juste pour des problèmes économiques, mais on est susceptible de reprendre comme ça des lotissements, la commune est susceptible de reprendre des voiries par exemple de tous les lotissements, d'un point de vue en dehors des problèmes économiques? Vu que mes propos ont été enregistrés, je ne pense absolument pas avoir dit ça du tout. C'est pour ça que je demande de précision. Alors, pour comprendre. Je veux bien répéter. J'ai dit que nous avons eu plusieurs demandes de lotissement, certains à plusieurs reprises et d'autres une seule fois. Que deuxièmement, la commune aujourd'hui est engagée sur des projets structurants qui absorbent son budget. Bon, et donc il n'est pas question d'ouvrir la porte par une étude au transfert de ses compétences, dans l'immédiat. Mais que dans le futur, il puisse y avoir un intérêt, je ne ferme pas la porte. Mais dans l'immédiat, absolument pas, car notre budget est bloqué par ailleurs. Voilà, c'est... Donc je vous propose d'en délibérer et d'accepter donc l'acquisition à l'euro symbolique de la parcelle cadastrée BB 104, constituant les espaces verts extérieurs du lotissement Clos du Cardinal, pour une superficie de 288 mètres carrés, appartenant à l'association syndicale du lotissement Clos du Cardinal, rue d'Avignon. Deuxièmement, de charger l'étude notariale de Maître Sol de réaliser l'acte, dit que la commune prendra en charge les frais liés à cette acquisition et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer les documents. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions, donc adoptées à l'unanimité. Merci. Le dossier suivant, qui est un peu technique, c'est l'acquisition des anciens remparts à l'est du Beffroi, parcelle cadastrée, section AC, 1062 et 1064. Florence, tu as la parole. Merci. Merci, bonsoir. Alors, dans le cadre de la restructuration du centre ancien, il est envisagé d'acquérir les anciens remparts situés à l'est du Beffroi. Cette opération permettra à la commune de pouvoir les restaurer et les mettre en harmonie avec le Beffroi, naturellement, et le côté ouest du Beffroi. Cette partie de rempart appartient à 3 propriétaires différents qui ont été invités à une réunion de présentation du projet. Ces derniers sont les suivants. C'est la SCI des remparts gérée par M. Franck Barbéry, donc la maison de la presse, la SCI Cébénat gérée par M. et Mme André Tessier, le premier étage, et M. Pierre-Michel Clareton, qui est propriétaire de la partie est du premier étage. À l'issue de cette rencontre, ils ont donné un accord de principe pour la cession à la commune à l'euro symbolique de la partie leur appartenant. Parallèlement, le cabinet de géomètre géo-expert domicilié à Cavaillon a été mandaté pour établir un document d'arpentage matérialisant la division en établissant les servitudes qui sont reprises dans les actes officiels. Les murs seront divisés en 2 dans la largeur, donc dans l'épaisseur du mur,
Seule la partie extérieure visible, la partie sud, deviendrait la propriété de la commune. L'étude notariale Tassi Kelcher Nardini domiciliée à Lagnes sera chargée de la préparation des actes de cession. Ces propriétés ont été cadastrées en section AC 1062 et 1064 pour des superficies respectives de 2 et 1 mètre carré. Il convient que le conseil municipal approuve ces acquisitions et autorise Monsieur le maire ou Monsieur l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Florence. Y a-t-il des questions? Donc, pas de questions. Donc je vous propose en délibéré d'approuver l'acquisition par la commune à l'euro symbolique pour chaque propriétaire des anciens remparts à l'est du Beffroi, parcelles cadastrées AC 1062 et 1064, représentant des superficies de 2 et 1 mètre carré appartenant aux personnes suivantes. La parcelle 1062 SCI Les Remparts gérée par M. Franck Barbieri, parcelle 1062 SCI Sebana gérée par M. et Mme André Tessier et parcelle 1064 Pierre-Michel Clareton. Deuxièmement, concernant des servitudes telles que désignées dans le document d'arpentage qui est joint en annexe, on charge l'étude notariale de Tassi Kelcher Nardini domicilié à Lagnes de préparer les actes, dit que la commune prendra en charge les frais liés à cette acquisition et autorise le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les documents. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci, adopté à l'unanimité. Dossier qui a mis 1 an pour aboutir. Florence, je te félicite de ta patience. Voilà. Comme les feuilles mortes à l'automne, revient la délibération sur l'attribution d'une indemnité de conseil à monsieur le receveur. Patrick, tu adores parler de cette affaire. Merci. Merci. Alors, le receveur de la trésorerie de l'Île-sur-Sorgue vient de changer. Madame Sébastienne Rollet a quitté la trésorerie et elle a été remplacée par monsieur Michel Cornille, que nous avons d'ailleurs reçu ici récemment. 2 décrets de 82 et 83 prévoient le principe d'une indemnité pour conseil financier au receveur et son mode de calcul. Le mode de calcul est basé sur la totalité des dépenses de la commune sur les 3 dernières années, avec des tranches et à l'application de taux qui sont dégressifs. 3% sur les premiers 7 622,45 € et par exemple 0,10% sur toutes les sommes excédant 609 796,07 €. Donc je ne vous donne pas le détail, il est indiqué dans l'exposé des motifs. Ensuite, la commune a le choix d'appliquer à cette assiette un taux qui peut varier de 0 à 100%. Soucieux de bénéficier des conseils avisés du receveur, la commune a toujours appliqué le taux maximum de 100%. Donc nous vous proposons de poursuivre l'attribution de l'indemnité de conseil au taux de 100% à M. Michel Cornille au titre des conseils prodigués en matière financière, budgétaire et comptable au service de la commune. Je rappelle que le receveur gère les comptes de la commune et surtout règle toutes nos dépenses. Et à ce titre, connaissant bien nos comptes, il peut nous donner des conseils avisés. Merci. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, je vous propose d'attribuer à M. Michel Cornille, receveur, une indemnité de conseil au taux de 100%, déterminée par application des taux en vigueur. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? M. Cornille vous remercie très chaleureusement de ce vote unanime et enthousiaste. Nous passons à la délibération suivante, qui est la tarification des cavurnes dans le nouveau cimetière. Et Jacques Nicolas est un expert en la matière. Bonsoir. Nous constatons depuis quelques années une évolution des pratiques dans les cimetières avec un accroissement des crémations. La commune du Thor, pour répondre à cette nouvelle demande, a déjà installé 4 columbariums de 12 cases dans l'ancien cimetière Les Gramenets. Ils sont à ce jour tous occupés. Un nouveau columbarium de 12 cases a été aménagé dans le nouveau cimetière Lagrange courant mars 2018
pour un montant de 5 300 € TTC. Un espace comprenant 8 cavernes a été également aménagé à proximité de ce nouveau columbarium. Son coût est de 4 276,80 € TTC. Le cavurne, en fait, c'est un mélange du caveau et de l'urne, c'est-à-dire que c'est un petit caveau d'à peu près 1 mètre sur 1 mètre qui est destiné à recevoir une ou plusieurs urnes. Donc il est posé au sol, il a la même fonction que le columbarium, mais beaucoup de gens souhaitaient cette mode de respect en fait de leur mort, et c'est un produit qui est de plus en plus demandé. Issu de c'est ce que je viens de dire. Il occupe environ 1/4 de la taille d'une sépulture contenant un cercueil. Il permet aux communes de bénéficier ainsi d'un gain de place non négligeable. La fosse est étanche, ce qui permet d'assurer une meilleure longévité des urnes et donc de faciliter la préservation des cendres. Une cavurne peut contenir jusqu'à 4 urnes. Pour rester sur le même principe que les cases du columbarium, il est proposé au conseil municipal d'appliquer aux cavurnes le même tarif que les cases du columbarium, à savoir pour une concession de 30 ans de 400 € et de 15 ans de 200 €. Pour ces deux tarifs, une participation est versée au CCAS qui est d'un tiers du montant. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci de ces explications très pointues. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions. Donc, je vous propose d'en délibérer et donc de fixer les droits suivants pour les cavurnes du cimetière communal applicables à compter du 1er novembre. Cavurne 30 ans, 400 €, cavurne 15 ans, 200 €. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc je vous remercie de ce vote unanime. Les futurs résidents des cavurnes s'associent à mes remerciements. Nous avons ensuite 2 délibérations qui traitent exactement du même objet, à savoir c'est l'allocation par la commune d'une part et ensuite la mise à disposition de ce local loué par la commune à l'association Le Tort Tous Ensemble d'un bâtiment situé au 139 avenue de la Libération. Donc vous le savez, depuis plusieurs années, peut-être 15 ans, ou un peu plus même, la commune met à disposition de l'association Le Tort Tous Ensemble un local dont elle est propriétaire, 126 avenue Carnot. Cette association, qui est à caractère caritatif et dont l'objet est de vendre à des prix très réduits à un public à faible revenu des denrées alimentaires, des vêtements et du petit matériel. Alors, compte tenu du développement de l'action de cette association, et je pourrais rajouter aussi d'une certaine non-conformité du bâtiment actuel à son objet, le bâtiment communal s'avère désormais trop exigu. Mais ça fait déjà quelques années qu'il s'avère trop exigu. Donc pour améliorer leur situation, les responsables de l'association souhaitent se déplacer dans un lieu beaucoup plus adapté. La commune, qui ne dispose pas de locaux plus appropriés, a été envisagé de louer un bâtiment plus vaste pour le mettre ensuite à la disposition de l'association. Donc la famille Piot, qui dispose d'un bâtiment, ce bâtiment vient d'être libéré par l'entreprise Midi Pesage au 139 avenue de la Libération. Cet immeuble, qui est d'une superficie de 375 m², aménagé sur les parcelles cadastrées AE 212 et 243, représente une superficie globale de 1428 m², permettrait une installation beaucoup plus rationnelle de l'association, et ainsi celle-ci pourrait séparer les produits vendus dans différentes pièces, faciliter la conservation et leur préparation, et permettrait d'éviter ainsi beaucoup de manipulations. Il a donc été proposé, après l'accord bien évidemment de l'association, aux propriétaires de l'immeuble précité de leur louer, que ce bâtiment soit loué par la commune et de mettre ceci, de le sous-louer à l'association. Donc l'objet de cette convention, c'est une location et un accord pour sous-location. Néanmoins, préalablement à la prise à bail par la commune, les propriétaires ont fait réaliser des travaux sur notre demande de mise aux normes du réseau électrique, de renfort de l'isolation dans une partie significative du bâtiment, de la peinture, d'améliorer la ferronnerie, portail et grilles, etc.
Un bail, donc en la forme administrative, d'une durée initiale de 3 ans, renouvelable, officialisera les relations entre les propriétaires et la commune, puis une convention, donc c'est l'objet de la deuxième délibération, permettra la mise à disposition des lieux à l'association Le Thor Tous Ensemble pour Tous. Donc, compte tenu des travaux et de la surface qui nous est présentée, le loyer mensuel a été fixé à 2 800 € et une résiliation sera possible à tout moment avec un préavis de 6 mois. Cette mesure permettra d'éviter un engagement trop long. Il convient bien évidemment que le conseil municipal se prononce. Est-ce que vous souhaitez, avant de voter ceci, qu'on lise l'autre délibération? Non. Très bien. Avez-vous des questions? Oui. Madame Agoguet, je vous en prie. Alors, on l'a déjà évoqué, mais je ne comprends toujours pas l'intérêt pour la mairie d'intervenir dans cette location. Donc, je me posais la question déjà lors d'un précédent conseil, mais d'autant plus là que vous fragilisez le bail, puisque vous donnez la possibilité au bailleur de dénoncer le bail à n'importe quel moment, ce qui n'est pas vrai dans un bail classique, hein. Donc, là, je trouve que ça fragilise encore plus ce bail et donc la pérennité de Le Thor Tous Ensemble pour Tous sur ce site. Je ne vois pas bien l'intérêt que la mairie s'interpose dans le bail. Voilà. Alors, il faut savoir que historiquement, l'association Le Thor Tous Ensemble a examiné, je ne sais plus, 6 ou 7 possibilités de déménagement. Donc, ils sont partis sur des projets d'acquisition. Donc, ils ont regardé des possibilités, d'autres de location, et ça n'a jamais pu aboutir. Ça n'a jamais pu aboutir parce que aucun des bâtiments, et celui-ci d'ailleurs non plus, n'était apte à être établissement recevant du public. Et l'association, dont la vocation est de recevoir des denrées à bas prix et de les revendre également à bas prix, n'a aucune capacité, aucune organisation pour mener à bien un projet de reprise et d'aménagement de bâtiments. Bon, et donc après avoir essayé de les accompagner à plusieurs reprises, chaque fois ça calait. Bon, et depuis, quand je dis depuis 2004, parce que nous avons été en 2014, on a été élu en 2014, mais il y a eu préalablement également beaucoup d'essais de transfert. La précédente municipalité également s'en est occupée, parce que, comme je l'ai dit de façon très claire, les locaux dans lesquels ils sont aujourd'hui ne sont pas conformes. Non seulement ils sont exigus, mais ils ne sont pas conformes. Par exemple, pour traiter ce qu'ils appellent la friperie, eh bien, ils sortent les vêtements dehors, dès qu'il pleut, ils les rentrent, il ne pleut plus, on les ressort. Bon, c'est insupportable. On a autour de cette table quelqu'un qui travaille à Le Thor Tous Ensemble pour Tous, et donc ça crée des coûts, ça crée de la disparition, etc. Et il est vrai que Madame Thiers, la présidente, qui prend un peu d'âge, commençait un peu à se décourager. Et donc, à partir du moment où nous avons identifié, et elle, et nous, puisqu'on a été deux à avoir identifié, je dirais, ce local, on lui a dit, Madame Thiers, sur vos ordres, on va s'occuper de tout. On va vous soulager de tout, pour vous éviter, d'une part, de commettre un certain nombre de difficultés, puisqu'après, ça doit être agréé comme établissement recevant du public, et nous avons le contact avec les entreprises pour négocier les prix, etc. Et bien nous en a pris, et la famille Piot nous a félicité d'ailleurs de cette intervention, de façon à aider l'association. Et l'ensemble des travaux et toutes les décisions ont pu être menées en l'espace de 2 mois. Donc ils vont déménager dans les 3 mois qui viennent, hein, donc d'ici le mois de décembre, mais ils pourraient le faire, je dirais, dès le 1er novembre. Donc voilà la raison pour laquelle, je dirais, nous sommes intervenus dans l'intérêt de l'association. Bon, en ce qui concerne la solidité du bail, bon, je pense que c'est quand même précautionneux pour la commune d'avoir mis cette clause, je dirais, de rupture, parce que imaginons que dans le délai des 3 ans, l'association connaisse une difficulté ou cesse ses activités, peu importe, ben, il ne faudrait pas que nous, on se retrouve pieds et poings liés, et je pense que c'est vraiment de saine gestion que d'avoir mis cette clause. Ce n'était pas la demande du bailleur principal, mais enfin, on a affaire à des gens qui sont de grande qualité humaine, hein, et Christian Royer, qui s'est occupé de ce dossier, peut le certifier, que ce soit les grands-parents Piot ou les petits-enfants, et donc nous n'avons aucune inquiétude
qui nous fasse le coup de dédire, je dirais, cette convention. Aucune inquiétude d'aucune sorte. Avez-vous d'autres questions ? Oui, c'est pas très pertinent comme réflexion parce que un locataire, il peut dénoncer son bail s'il est en difficulté, donc peu importe. C'est une sécurité pour le preneur de savoir que le bailleur, il ne peut résilier un bail que sous certaines conditions. Mais le preneur, il peut le faire à tout moment. Donc je vois pas l'intérêt de mettre cette clause, si ce n'est pour que le propriétaire puisse reprendre sa liberté avec son local. Donc c'est vraiment mettre le preneur en difficulté et ça sécurise pas du tout la mairie qui est intermédiaire. Enfin, je vois pas ce qu'on vient faire là. Et d'autre part, vous dites on a fait les travaux, machin. Mais non, qu'est-ce que c'est le propriétaire qui fait les travaux? On a accompagné. J'ai pas dit on a fait. C'est enregistré encore une fois, donc transformation de ce que j'ai dit. Mais pas j'ai du dit tout, on monsieur. a accompagné. Arrêtez, monsieur le maire, de tourner autour du pot. C'est l'expression de la démocratie, là. Alors, oui, il y a un petit peu de respect. Pas ce que j'ai dit, madame. Non, je transforme pas. On a accompagné pour le pilotage des travaux. Les travaux ont été faits. Mais madame Chapuis est assez bien entourée. Elle aurait pu s'en sortir également. Ah, vous pensez ça? Je vois pas pourquoi on intervient et pourquoi on se substitue. Mais bon, c'est pas la peine de râler. Je veux dire, c'est une remarque. Vous répondez. Et à votre avis, pour le propriétaire, c'est plus sécurisant de louer une commune ou de louer une association? Alors, éteignez votre micro, s'il vous plaît. Oui. Alors, oui, éteignez. Il n'y a pas d'intérêt pour la mairie d'être au milieu. Voilà, c'est clair. Ah, non, vous ne répondez pas à mes questions, je comprends parce qu'elle est un peu gênante. Bien évidemment que c'est plus intéressant pour le propriétaire d'avoir en face de soi une commune, en termes de solidité, de moyens, de compétences, etc., que d'avoir une association qui est tout à fait performante dans son activité et dans sa mission, mais qui en revanche ne l'est pas dans les aspects de réalisation des travaux. Donc clairement, vous favorisez le propriétaire et pas du tout vous vous favorisez le propriétaire puisque vous facilitez, vous asseyez le bail sur la commune pour que lui ce soit une sécurité. Donc clairement, vous favorisez le propriétaire, mais pas du tout le tort tous ensemble pour tous. Ben non, c'est clair. Et en plus, vous fragilisez justement le bail. Donc c'est à l'encontre de ce que vous dites depuis tout à l'heure, qui est pour favoriser le tort tous ensemble pour tous. Non, vous favorisez le propriétaire. Non mais rassurez-vous, elle n'arrivera pas à m'énerver, même en disant des contre-vérités aussi grosses. Pas des contre-vérités, j'essaye de comprendre. Répondez, soyez pas arrogant, c'est pas la peine. Je vais vous donner la parole, madame. Est-ce que vous avez une certitude que les propriétaires auraient loué si c'était l'association uniquement? Et est-ce que vous pensez pas, vous pouvez pas imaginer, vous pouvez pas essayer de comprendre que l'intervention de la commune, justement, a été faite dans l'intérêt de l'association pour réaliser cette opération? Mais dites-le simplement, pourquoi vous montez sur vos grands chevaux à chaque fois ? Vous dites, mais si, pourquoi vous dites, fallait juste préciser que l'association, le propriétaire n'aurait pas loué à le tort tous ensemble pour tous. C'était simple à dire. Je vois pas pourquoi à chaque fois ça prend des tournures comme ça. Vous tournez autour du pot alors que c'est simple. Non, je tourne pas autour du pot, mais quand j'entends des contre-vérités aussi grosses, c'est sûr que c'est bon. Toujours est-il que notre intervention dans cette affaire, elle avait un seul objectif, c'était de pouvoir sécuriser le futur positif de l'association Le Tort Tous Ensemble. Si ça n'avait pas été le cas, nous ne serions pas intervenus. Et donc c'est ce qui s'est passé pendant peut-être 10 ans, à savoir que l'association a voulu le faire toute seule, elle n'y est jamais arrivée. Et donc à un moment on a dit, il faut les aider, sinon ça va mal se passer, et c'est comme ça que nous sommes intervenus. Je vous donne la parole, Monsieur Clerc. Oui, moi je trouve dommage quand même, vous avez dit dans l'exposé des motifs que l'association avait eu du mal à trouver, avait mis plusieurs années, et on fait un bail avec une possibilité de résiliation sous 6 mois. Ça veut dire que si ça se produit, comment ça se passera pour l'association? Ça veut dire que c'est la fin de l'association? Ça me semble un petit peu délicat et dommage. Mais on est aussi dans une relation économique. Le précédent locataire est resté 26 ans. Locataire du bâtiment Pio, 26 ans.
Donc il a déménagé pour s'agrandir. Donc ça prouve d'abord que ces propriétaires ne sont pas des voyous. Hein, ils ont continué à travailler avec... Et pour quelles raisons, alors qu'ils veulent vraiment louer, ils ne veulent pas vendre leur bâtiment, qu'ils ont trouvé un accord qui leur convient, pour quelles raisons, tout d'un coup, ils voudraient rompre pour partir ailleurs? Bon, voilà. Donc je soumets à votre délibération l'allocation de l'immeuble cadastré AE 212-243 d'une superficie de 375 mètres carrés sur un terrain de 1428 appartenant à monsieur et madame Marcel Piot, usufruitier, domicilié 199 avenue de la Libération, au Thor, et madame Sophie Boutin, qui est leur petite fille, oui, nue propriétaire, domicilié 150 rue des Rivettes à Montpellier. De donner un avis favorable au bail de location en la forme administrative, joint en annexe avec un loyer mensuel de 2 800 € et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les documents. Y a-t-il des oppositions? Donc 3 oppositions, des abstentions, donc adoptées à la majorité. Je vous en remercie. Donc la délibération suivante, qui est exactement la même chose, sauf que ça traite de la mise à disposition par la commune du même immeuble à l'association Le Thor Tous Ensemble. Et donc, nous proposons donc de mettre à disposition de l'association, représentée par sa présidente, Madame Evelyne Thiers, une convention qui reprend les dispositions du bail administratif principal, donc signé entre la commune et les propriétaires, et que vous venez d'approuver. La contribution mensuelle a été fixée à 2 400 €. Une résiliation sera possible à tout moment avec un préavis de 6 mois. Cette mesure permettra d'éviter un engagement trop long. Le différentiel entre le loyer fixé dans le bail administratif et cette contribution représente l'aide financière apportée par la commune à l'action de l'association. Donc il convient que vous vous prononciez sur cette convention. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Agoguet. C'est juste pour dire que maintenant que c'est acté la délibération précédente, évidemment qu'on ne va pas s'opposer à l'allocation à l'association. Hein, mais moi, je pense qu'on aurait pu faire comme... Pourquoi vous clignez des yeux, Madame Billel? Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, je pense? Non? Puisque vous m'interpellez, je vais répondre. Oui, je comprends pas toujours vos votes. Excusez-moi, mais là, vous vous êtes opposé en premier. Maintenant, vous dites que vous êtes d'accord pour l'allocation. En réalité, vous êtes embêté parce que, moi, je vais vous dire, il fallait simplement demander à Madame Chapuis. Vous verriez qu'elle vous dirait qu'elle est très contente que la mairie se soit occupée de son affaire. Voilà, c'est tout. Alors, je vais vous répondre. C'est juste que maintenant que c'est acté que l'allocation va être faite par la mairie, on ne peut pas s'opposer parce qu'évidemment, maintenant, elle n'a plus le choix de signer un bail directement avec les propriétaires, puisque, comme vous l'avez dit, ils n'auraient pas signé avec elle directement. Mais voilà, c'est tout. Hein. C'était pour expliquer le vote. Ce n'était pas une question. C'est clair. C'est une précision. Précision. Je pense qu'on est pour que l'association et cet immeuble puisse continuer ses activités. Je pense que c'est important pour beaucoup de taurois et autres. Mais par contre, effectivement, je pense que la mairie aurait pu se porter caution pour la location, pour garantir éventuellement aux propriétaires par rapport à l'association s'ils craignaient quelque chose par rapport à l'association, mais laisser l'association avoir le bail et pas un bail précaire avec 6 mois de préavis. Votre idée n'est pas absurde puisque nous l'avons eue. Elle est extrêmement complexe à mettre en œuvre. Extrêmement complexe. Et donc, pour ces raisons-là, nous ne l'avons pas mis en avant. L'idée de la caution. Hein, voilà. Mais comment ça se passe, par exemple, pour le sonographe où, effectivement, la commune n'est pas intermédiaire? On paye une subvention pour le paiement du loyer, une subvention de fonctionnement. Pourquoi on n'aurait pas pu faire pareil pour ce local, pour Madame Chapuis? Écoutez, le sonographe, le propriétaire du local, Monsieur Lacoste, a fait confiance à l'association Le Sonographe pour leur louer un bâtiment. C'est parfait, voilà. Nous, communes, nous estimons que nous devons accompagner cette association
dans le cadre des activités culturelles et nous leur versons une subvention. Point barre. Là, on est sur quelque chose d'un peu différent, parce que, à savoir que pour que ça aboutisse, il fallait que la commune soit l'intermédiaire. Je ne peux pas le redire 3 fois. Hein. C'est complètement différent. Complètement différent. Néanmoins, vous avez mis une clause spéciale dans le bail qui aurait pu être évitée, c'est tout. Mais Madame Agoguet, si je n'avais pas mis cette clause spéciale, vous m'auriez interrogé en me disant « Et si l'association arrête pour X raisons, monsieur le maire, vous êtes pieds et poings liés pour louer ça, qu'est-ce que vous allez en faire ?» Et je vais même vous dire, si vous ne m'aviez pas posé la question comme ça, vous auriez commis une erreur. Parce que de la bonne gestion, c'est aussi de protéger les deniers publics. C'est pas de faire n'importe quoi. Puisque le preneur, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il peut dénoncer le bail, et vous aussi avec les propriétaires. Donc je ne vois pas l'intérêt de cette clause, si ce n'est favoriser le propriétaire. Mais le preneur n'aurait pas pu imposer cette clause de 6 mois de rupture avec le propriétaire, puisqu'il ne pouvait pas contracter avec le propriétaire. Je ne vais pas le redire encore une 5e fois. Oui, mais vous n'aviez pas à mettre cette clause. Vous faites des si, mais bon, des si qui servent à rien, puisque ça ne pouvait pas avoir lieu. Mais vous faites ce que vous voulez, votre décision, elle est libre. Là, on est sur l'aide, une aide sociale, parce que c'est quand même le cœur de cette activité, c'est pas autre chose. Après, vous votez pour ça, ou vous votez contre, ou vous abstenez, c'est votre liberté. Donc je vous propose de délibérer, de mettre à la disposition de l'association Le Thor Tous Ensemble, représenté par sa présidente, Madame Thiers, l'immeuble cadastré section 212 et 243, d'une superficie de 375 m², sur un terrain de 1428 m², que la commune a pris en location à la famille Piot, d'approuver les termes de la dite convention en annexe, officialisant la mise à disposition des locaux, moyennant la contribution mensuelle de 2 400 €, et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer la dite convention. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Christian Royer va nous commenter la délibération suivante qui traite de la modification des statuts du syndicat d'électrification vauclusien. Merci Christian. Je vais essayer de résumer un peu. Le comité syndical, par délibération en date du 3 septembre, a procédé à l'actualisation de ce statut suite à des évolutions des missions et des communes adhérentes. D'une part, en faisant évaluer la dénomination du syndicat en syndicat d'énergie vauclusien, et ce, afin de prendre en compte, au travers de son intitulé même, les nouvelles compétences exercées ou à développer. De lister à l'article 1 les communes ou collectivités adhérentes au SEV pour les compétences optionnelles et notamment la compétence optionnelle éclairage public. De mentionner à l'article 222 la mise en place, l'entretien et l'exploitation de bornes pour recharge de véhicules hybrides et électriques, non plus en compétence obligatoire, mais en compétence optionnelle, et ce, conformément à l'article L. 2224-37 du CGTC, c'est le Code général des collectivités territoriales. De prévoir à l'article 2.2.3 la compétence optionnelle production d'énergie libellée comme suit. Le syndicat exerce en lieu et place des collectivités membres qui lui ont confié expressément la compétence optionnelle relative à l'aménagement, l'exploitation, l'installation de production d'énergie dans les conditions prévues à l'article L. 2224-32 du CGTC de toute nouvelle installation hydroélectrique d'une puissance maximale de 8000 kVA. Toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés mentionnés à l'article, etc., ou toute nouvelle installation de cogénération ou de récupération d'énergie provenant d'installations visant l'alimentation d'un réseau de chaleur dans les conditions fixées par le 10e alinéa de la loi. Je débute un petit peu. Le syndicat bénéficie à sa demande de l'obligation d'achat de l'électricité produite dans les conditions prévues
à l'article L. 2224-32 du CGT, et de préciser les modalités de transfert, de reprise de cette compétence. De prévoir par ailleurs, à l'article 2.3 activités accessoires, que le syndicat peut mettre en commun des moyens humains, techniques ou financiers et exercer des activités accessoires à son initiative ou la demande des personnes morales membres et des personnes morales non membres dans les domaines connexes aux compétences obligatoires et aux compétences optionnelles précitées. Bon, les différents points. Donc, l'exercice des activités accessoires donne lieu à la conclusion d'une convention. Cette modification est déclinée dans les différents articles. L'article 2.3.1, mise en commun des moyens et services partagés. Article 2.3.2, prestations de services. Les opérations pouvant faire l'objet de conventions sont l'éclairage public, les travaux d'enfouissement des réseaux d'éclairage public et des réseaux téléphoniques, la réalisation des travaux tendant à la maîtrise de la demande en énergie, l'installation de production d'énergie de proximité. Autre point, 2.3.3, maîtrise d'ouvrage. Le syndicat peut, dans le domaine de compétences et d'actions liées à l'objet du syndicat, exercer la maîtrise d'ouvrage, donc suivant la voie MOP. Autre point, 2.3.4, groupement de commandes. Le syndicat peut également assurer la mission de coordinateur de groupement de commandes. Enfin, et de manière plus générale, de renvoyer au CT, pour préciser, article 2.2, les conditions d'ouverture et de reprise des compétences optionnelles. Article 5.3, les modifications de vote des délégués sur les affaires d'intérêt commun ou sur celles relatives aux compétences optionnelles. Article 12, les conditions de retrait du SEV, et de préciser en annexe sous forme de tableau les communes ayant opté pour la compétence éclairage public option A ou nouvellement adhérentes ayant transféré la compétence d'éclairage public selon l'option A. De renvoyer donc au règlement intérieur du syndicat la constitution des collèges. Toutes les modifications statutaires ont été adoptées le 3 septembre par le comité syndical du syndicat d'électrification vauclusien. Monsieur le maire donc propose d'adopter ces modifications statutaires conformément au projet de statut annexé à la délibération et aux articles L. 5211-17 et L. 5211-18 du Code général des collectivités territoriales. Je m'arrête là. Merci Christian de nous avoir éclairé vraiment de façon remarquable. Avez-vous des questions ? Donc je vous propose d'adopter le cœur joyeux les nouveaux statuts du syndicat d'électrification vauclusien conformément à ceux qui ont été joints dans cette présente délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Merci de votre courage. Christian, tu vas continuer à nous parler de l'électricité. Oui. Donc c'est les recharges et véhicules hybrides. Oui. Merci. Donc l'SEV, donc autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, a engagé une réflexion sur le développement de nouveaux usages du réseau de distribution d'électricité et l'opportunité d'un déploiement de bornes de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables sur le territoire départemental, s'appuyant sur l'article 2 de ces statuts qui prévoit que le SEV puisse exercer la compétence de déploiement à l'échelle départementale d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Le SEV a mené courant 2017 une étude visant à établir à l'échelle départementale un schéma d'implantation des stations de recharge. Donc, le comité syndical, réuni le 11 février 2017, a validé l'engagement du syndicat dans le projet de déploiement sur le territoire départemental d'un réseau de bornes de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Ce projet a reçu le soutien de l'État dans le cadre du dispositif d'aide au déploiement d'offres de services de recharge pour véhicules hybrides et électriques en stationnement résidentiel, en zone d'activité, dans les pôles d'échange multimodaux, opérés par l'ADEME au titre du programme des investissements à venir, Action véhicules et transport du futur.
Pour ce faire, la commune doit signer une convention définissant les modalités d'intervention du SEV et de la commune. De même, afin d'inscrire une infrastructure de charge dans le programme de déploiement du SEV et permettre à ce dernier d'obtenir les financements mis en place par l'État, donc appel à manifestation d'intérêt confié à l'ADEME, il convient de confirmer l'engagement de la commune sur la gratuité de stationnement pour les véhicules électriques d'une durée minimale de 2 heures sur tout emplacement de stationnement non équipé de dispositifs de recharge, en surface ou en ouvrage, géré directement par la collectivité. Cette clause sera mise en place pendant au minimum 2 ans à compter de la mise en service de la station. Bon, pour notre cas, il n'y a pas de stationnement payant. La commune pourra s'acquitter d'une éventuelle participation financière dans le cadre du raccordement d'une station de recharge qui dépasserait 6 000 € hors taxe. Ce n'est pas notre cas pour ce qui est prévu. Enfin, la commune contribuera aux charges d'exploitation au-delà de l'année d'installation et des 2 exercices suivants à raison de 1 000 € TTC par an et par station. Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette décision et autorise Monsieur le maire à signer avec le SEV l'ensemble des documents nécessaires à la mise en place de cette décision. Merci. Avez-vous des questions? Non. Donc je vous propose d'en délibérer, d'approuver les modalités d'exercice de la compétence IRVE par le SEV pour la mise en place d'un service dont l'exploitation comprend l'achat d'électricité nécessaire à l'alimentation des infrastructures de charge, d'autoriser le maire à signer avec le SEV, verser l'éventuelle participation financière aux frais de raccordement tel que ça a été libellé, de verser les participations financières au fonctionnement dans les conditions qui vous ont été données, d'accorder pendant 2 ans au-delà de l'année de mise en service de la station la gratuité du stationnement de 2 heures aux utilisateurs de véhicules électriques et hybrides rechargeables sur tout emplacement de stationnement sur le territoire communal non équipé du dispositif de recharge en surface, en ouvrage géré directement par la collectivité, et d'autoriser le maire à signer l'ensemble des actes nécessaires à la mise en œuvre de la décision. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci, adopté à l'unanimité. Christian, tu es au jus, tu continues. Merci bien. Donc, dans le cadre du même dispositif, la commune souhaite adhérer à ce dispositif par la mise en place par le SEV d'une station de charge de 2 bornes pour 4 véhicules électriques et hybrides à l'angle du chemin des Estourans et de la place du Chasselas. À cet effet, il convient de fixer par convention les conditions d'occupation du domaine public de la commune par les bornes de charge. La commune délivrera ensuite, dans les conditions visées par la convention, les autorisations administratives rendues nécessaires au titre de l'exécution de ces travaux et de cette occupation du domaine public. Il convient donc que le conseil municipal se prononce sur cette décision et autorise Monsieur le maire à signer avec le SEV l'ensemble des documents nécessaires à la mise en place de cette décision. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Ripoll, je vous en prie. Juste une demande d'éclaircissement. Quand on dit 2 bornes pour 4 véhicules électriques, ça fera 4 véhicules en tout ou c'est 4 véhicules par borne? Cela fera 4 véhicules par en tout. Il y a un plan dans la délibération, hein, où on voit bien l'implantation. D'accord. 4 véhicules en tout. Donc ça fera 4 véhicules en tout. Et comment faut-il... attendez, je vais essayer de bien formuler ma question. Donc, effectivement, il n'y a pas de stationnement payant au tort aujourd'hui. Donc, les 2 heures de gratuité de stationnement, bien entendu, seront préservées. Mais par contre, il y a des règles de stationnement par rapport aux zones bleues, etc. Donc, est-ce qu'il y aura quand même un temps de stationnement à cette borne qui devra être respecté, ou est-ce qu'elles pourront en rester là ad vitam? Ce n'est pas payant, ce n'est pas applicable. Non, mais est-ce qu'elles pourront rester en place plus longtemps que 2 heures Si, imaginons que dans la zone bleue, ce soit 1 heure, ils auront droit à 2 heures.
Bon. Donc je vous propose, merci. Je vous propose d'approuver la convention qui fixe les conditions d'autorisation d'occupation temporaire accordées au syndicat d'électrification de Vaucluse pour l'implantation d'une station de recharge pour véhicules électriques et d'autoriser le maire à signer la même convention. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci, adopté à l'unanimité. Comme Christian Royer nous a beaucoup fatigués, on va lui demander de lire un dossier qui traite de l'enfouissement des réseaux électriques. Comme ça, on n'en parle plus après. Christian, merci. Merci, d'autant plus que le terrain, après, sera retrocédé à la communauté de communes. Donc, le bureau d'études Elec Service, domicilié à Morières-les-Avignon, a été chargé par l'entreprise Enedis de préparer la mise en place des travaux d'enfouissement du réseau électrique basse tension au niveau d'une partie de la route de l'Île-sur-la-Sorgue. Les travaux concernent plus particulièrement la contre-allée devant le bâtiment où sont installées actuellement les entreprises Iri Jardin et Intuition Florale. Il consiste à enfouir sur quelques mètres les câbles pour dissimuler le réseau d'énergie électrique dans ce secteur. La parcelle communale concernée est cadastrée BT25. Pour permettre la réalisation de cette opération, il est nécessaire de mettre en place une convention de servitude entre la commune et l'entreprise Enedis. Celle-ci permettra à cette société et à l'entreprise mandatée d'intervenir sur la propriété communale. La servitude concerne la traversée de la voie précitée et son accotement. Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette opération, autorise monsieur le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les documents nécessaires. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, je vous propose d'émettre un avis favorable à l'enfouissement du réseau électrique basse tension sur la parcelle communale dont on vous a parlé, de consentir une servitude de tréfonds à titre gratuit au profit de l'entreprise Enedis sur une largeur d'1 mètre et une longueur d'environ 2,50 mètres au niveau de laquelle le réseau d'énergie électrique sera dissimulé, et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer la dite convention. Y a-t-il des oppositions, abstentions? Merci. Nous sommes épuisés sur les aspects électriques. La délibération suivante traite de la convention de partenariat entre la communauté d'agglomération du Grand Avignon, le syndicat mixte de gestion de l'école départementale de musique et de danse et la commune du Thor. Donc on rappelle que depuis septembre 2015, notre école départementale de musique et de danse du Thor a le statut d'école associée avec le conservatoire à rayonnement régional du Grand Avignon. Donc ce statut implique que les élèves issus des communes du Grand Avignon qui souhaitent s'inscrire à l'école du Thor, et il y en a, puissent bénéficier d'une aide du Grand Avignon. Cette aide est versée par le Grand Avignon à l'école associée pour que les élèves bénéficient des tarifs plus proches de ceux pratiqués par le conservatoire. Donc le principe des écoles associées, c'est le suivant. Le label École associée a pour principe fondateur un accès pour tous et à la culture dans le cadre d'un aménagement cohérent du territoire. Donc ça garantit effectivement une lisibilité de l'offre et une certaine uniformisation des tarifs. Les engagements du service éducation et enseignement artistique du Grand Avignon sont listés. Ils nous ont redonné tout ce qu'ils avaient comme engagement, c'est l'animation et la vie du réseau des écoles associées, des réalisations de projets communs, versement d'une subvention annuelle aux écoles associées, la mise à disposition de l'auditorium communautaire avec des techniciens, l'ouverture du plan de formation au conservatoire, et puis l'ouverture notamment des examens et l'organisation des dits examens. Le Grand Avignon, pour 2018-2019, propose la signature d'une convention tripartite entre le Grand Avignon, l'école de musique et la commune du Thor, et il l'a fait avec les autres collectivités. Cette convention vise à fixer les conditions de partenariat entre les écoles associées et la communauté d'agglomération du Grand Avignon. L'engagement demandé à la commune porte principalement sur le financement. La commune devra considérer la dotation versée par le Grand Avignon à l'école associée comme une aide aux familles et non une aide au fonctionnement. Par conséquent, la commune s'engage à maintenir sa participation. En clair, ils veulent être certains que la commune, mais ça va être vrai sur les autres communes membres du syndicat, s'engage à suivre leur engagement de participation.
Dans ce cas, notre cas, la participation correspond à une contribution statutaire au syndicat mixte de l'école de musique et elle est fixée par le comité syndical de l'école. Ça n'a pas bougé d'ailleurs depuis, je crois, 10 ans ou 15 ans. Donc voilà, donc en réalité, cette convention qu'a demandé le Grand Avignon ne nous engage à rien de nouveau que ce que nous faisions jusqu'à présent. Donc avez-vous des questions? Oui, Madame Agoguet. Oui, c'est juste, c'est une école départementale. Comment le département intervient là-dedans? Alors le département, d'abord, est membre du conseil d'administration, hein, du comité syndical, et deuxièmement, il verse une subvention qui est équivalente à la moitié des subventions versées par les communes pour les élèves de l'école. Voilà. Oui, non, il n'y a pas de modification par rapport à ça, puisque là, ça va permettre, par exemple, à des enfants qui sont de Caumont et qui sont de Velleron, et c'est plus intéressant pour eux de venir à l'école du Thor, soit pour la qualité des cours, soit pour la proximité. Voilà, et on a des gens d'Avignon, je crois qu'il y en a 3 ou 4 d'Avignon qui préfèrent venir à l'école du Thor, etc. Donc voilà, et ça permet de régir ces statuts-là. C'était déjà vrai. C'était fait, mais le Grand Avignon ne versait pas de subvention à ces familles. Voilà, alors que là, à partir du moment où c'est contractualisé, ils peuvent les accompagner. Voilà. Et le fait qu'on ait obtenu ce label d'école associée, il y a eu un petit audit de ce que nous faisions, la qualité des cours, etc., permet d'intégrer le réseau. Voilà. Si pas d'autres questions, je vous propose donc de désigner l'école départementale de musique pour faire partie du dispositif école associée et d'autoriser le maire ou le premier adjoint à signer la convention de partenariat. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, merci. Et nous avons 2 autres délibérations, l'une qui traite du partenariat entre notre commune et le collège du Pays des Sorgues. Donc je demande à Marie-Hélène de suppléer l'absence de Stéphane Mathieu. Merci. Oui, alors l'espace jeunesse, vous savez que il s'occupe d'un public jeune taurois entre 11 et 17 ans. Donc, afin d'atteindre également les collégiens du Thor qui ne fréquentent pas la structure, l'espace jeunesse intervient au sein du collège en mettant en place des activités périéducatives lors des pauses méridiennes, mais aussi au travers d'autres actions mettant en lien les animateurs et les collégiens dans la réalisation de projets à thème. Les modalités de ce partenariat sont définies dans le cadre d'une convention annuelle que nous signons chaque année d'ailleurs entre la commune et le collège du Pays des Sorgues. Il convient donc d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc, je vous propose d'en délibérer, de m'autoriser à signer la convention de partenariat entre l'espace jeunesse municipal et le collège du Pays des Sorgues. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Et la dernière délibération traite de l'attribution de subventions de fonctionnement à l'association Vélo Club Le Thor-Gadagne. Marie-Hélène, merci. Oui, les associations tauroises qui développent ou portent un projet d'intérêt général en participant à la vie de la commune peuvent bénéficier d'une subvention annuelle de fonctionnement. C'est le cas pour l'association Vélo Club Le Thor-Gadagne. Il est donc proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention de 2 200 € pour permettre à cette association de poursuivre le développement de ses actions orientées vers un public jeune. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, je vous propose de décider d'attribuer à l'association Vélo Club Le Thor-Gadagne une subvention de fonctionnement pour l'année 2018 de 2 200 €. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je vous rappelle que le prochain conseil municipal a lieu le mardi 20 novembre et le suivant le mardi 18 décembre. Voilà. J'encourage tous les conseillers municipaux, je les invite, mais je les encourage aussi, à venir aux cérémonies du 11 novembre qui se déroulent donc au Boulodrome et qui vont être organisées d'une façon un peu marquante puisque nous fêtons quand même le 100e anniversaire de la fin de la guerre 14-18.
À ce propos, la commune rejoint l'Ordre national de sonnerie des cloches de l'église à 11 h du matin qui commémoreront la sonnerie de l'armistice. Donc pendant 11 minutes, les cloches de l'église sonneront. Ça fait à la demande du gouvernement. Voilà. Et toutes les communes de France ont adhéré. Voilà. De la même façon. Il y a 100 ans. Il y a 100 ans, voilà. Les populations seront prévenues parce que je veux dire... Il y a un arrêté qui est signé aujourd'hui en ce sens, oui. Voilà, sur le tort... Oui, mais je pense que la presse aussi va communiquer puisque ça a été une diffusion nationale. Tous les journaux télévisés vont en parler la veille, etc. N'ayons pas d'inquiétude qu'il y ait des crises cardiaques parce que les cloches sonnent 11 minutes. Hein. Je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. Hein. Voilà. Merci à chacun. Soyez gentils de ne pas partir sans signer, Ah oui. s'il vous plaît. Merci. Merci.